tout à l'heure. Cela fait 18 ans que la dernière éruption du Nyiragongo détruisait une partie de Goma, faisant plus d'une centaine de morts. Et cela fait 17 ans que les membres de la Société volcanologique de Genève accompagnent des scientifiques dans le cratère. À chaque mission, c'est le même faisceau de questions. Comment allons-nous retrouver le lac de lave et à quelle hauteur? Quels changements s'opèrent à l'intérieur du volcan? En ce mois de février 2020, une nouvelle question voit le jour. L'activité volcanique du moment permet-elle de descendre jusqu'à la deuxième terrasse? Nous craignons qu'elle ne soit plus accessible. Le vol de reconnaissance est rassurant sur ce point. La deuxième terrasse n'a pas été totalement ensevelie par l'activité du nouveau cône, qui semble être le siège d'un fort dégazage. De nouvelles structures sont visibles au fond du cratère et nous interrogent. Un nouveau lac de lave serait-il en train d'apparaître, à moins qu'il ne s'agisse de couler? Nous avons hâte d'aller voir ça et de pouvoir mieux comprendre la nouvelle dynamique du volcan. L'équipe scientifique est constituée de 6 volcanologues italiens, allemands et français, spécialisés dans l'étude des gaz. Ils camperont en haut du volcan et descendront 2 jours consécutifs dans le cratère pour réaliser leur protocole de prélèvement et d'analyse à l'aide de différentes techniques. J'ai vu qu'il y a là, il fait de la calibration. Ah ouais. Faites attention à la plante, a dit Dario. Ils bénéficieront pour cela de l'appui logistique de la SVG. Notre équipe a une grande expérience de la descente dans le Nyiragongo. Celle-là, on va la lever, et puis on va la prendre pour descendre sur la première terrasse. Puis celle-là qui est presque neuve, on va la prendre pour descendre. La préparation des cordes est un moment particulièrement important de la mission. Elles seront notre sésame vers le cratère. Oh, merci. On doit aller mesurer au poids. C'est 200 mètres, ça Bah fait ouais. 15 kilos. Ça doit pas être mauvais comme précisément. Nos spécialistes des cordes monteront dès le lendemain sur le volcan pour commencer l'équipement de la paroi.
Le reste de l'équipe et les volcanologues les rejoindront le jour suivant. Non, c'est bon, on prend ça. Chaque pays, ses habitudes, regarde ce qui passe. Depuis Kibati, le point de départ de l'ascension, il faut environ 5 heures pour gravir les 1500 mètres de dénivelé jusqu'à la lèvre du cratère. Nous sommes sous la protection des rangers du parc des Virunga qui chaque jour accompagnent des groupes de visiteurs pour une seule nuit dans des cabanes en haut du volcan. Pour nous, le séjour durera bien plus longtemps. Ça grimpe, hein? Courage. Le souffle. Dur à monter. Ça vient du... Pas qu'il ferait aussi chaud. On transporte le polaire dans le sac à dos. C'était vraiment pas de circonstance. Attends d'être au sommet. Pour Loïc, la découverte du cratère est un grand moment. C'est la première fois qu'il participe à une expédition sur le Nyiragongo. En fait, la première terrasse, c'est le truc qui est crépi de cailloux. D'accord. Ok. Et puis la deuxième terrasse, c'est la partie brune. Brune, juste en dessous. Ok. Et puis, l'ornito, il est où? Il est là-bas. Mélodie, sa sœur, la médecin de l'équipe, est déjà venue et lui décrit le vaste cratère, ainsi qu'à Marie-Anne et Marc-André sous le coup de l'émotion, qui accèdent à un de leurs rêves, voir le cœur palpitant de ce volcan mythique. C'est magique. Le rêve devenu réalité. Accompagné de Hervé, ils camperont en haut du volcan avec les volcanologues. Bonjour! Bonjour Patrick. Salut. On a eu une super nuit, avec avant d'en faire des monstres rafales. Puis il y a la tente de Pierre qui s'est envolée, qui s'est toute déchirée. Il n'était pas dedans? Non. Bravo. Ouais. Ça commence bien. Puis on était dans les gaz, mais là c'est en train de changer, on dirait.
Et sinon, vous avez équipé jusqu'où alors? Ah bah, on a équipé jusqu'à la première terrasse, on a équipé le départ de la première terrasse. Puis on a fait déjà... Quoi déjà? On a fait... Il y a une trentaine de bouteilles d'eau et puis il y a les cordes pour aller plus bas. Eh ben bravo! Non, c'est déjà pas Ça a mal. bien poussé! On va surtout continuer. Ah, j'ai écouté ton couteau. On va surtout continuer, on va manger un petit bout de pain, un bout de sardoche. Et c'est reparti. Du portage. Ouais. Ah, je suis content d'être arrivé. C'est dur! Ouais, c'est dur. T'as déjà fait combien de portages aujourd'hui? 3. 3, ouais, bah ça commence à faire. Hein. L'équipe arrivée la veille a déjà goûté aux joies des portages. 2 jours d'aller-retour dans la paroi entre le sommet et le replat de la première terrasse, 140 mètres plus bas. Éprouvante épreuve que chacun tente de gérer au mieux en fonction de sa force physique du moment. 4e descente de la journée. Trop fort. Est-ce que Fabien est remonté ou il est toujours dedans? Ah, il est pas remonté, non? Hein? Pardon? Il est pas remonté. Il est pas remonté? Moi je sens l'altitude, je suis essoufflée après 4 pas. Courage. Bravo! Bienvenue! Dur. Ouais, 2e pactage, dur. À l'altitude, hein? Je crois pas que je vais en faire un 3e ce soir. Santé. Santé. Nous, on a été avec un groupe très lent, on est monté en 6 heures. Ah, on a pouvait plus. Plus mal pour moi. C'est bon, tu sens comme ça? Bon, sinon il faut que... Décaler un peu. Sinon on l'attache au caillou ici. On l'attache au caillou. C'est encore mieux, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est assez long. Nouvel aventurier de l'équipe. Ah, ils ont pas fait une autoroute. Hein. Tout à l'heure. Ciao. Alors qu'on s'en rebat. Dernier pierrier avant la terrasse. Numéro 1.
reste 90 mètres à descendre pour accéder à la deuxième terrasse que bonhommes et sacs atteindront par des voies différentes. On est en train d'installer le téléphérique. Papa il va se lancer dans quelques minutes. Puis moi je fais suivre la corde qui va servir à faire descendre les sacs. On fait beaucoup de préparation. On espère que ça va aller comme sur des roulettes. À tout à l'heure. Tout à l'heure. J'arrive à regarder là s'il y a de la marge avec la blanche ou si on est serré. C'est toujours impressionnant de se lancer dans le vide, hein. C'est vachement haut. Il y a un petit marchepied. Au début c'était un peu dur à cause de la corde qui tire en arrière, mais sinon nickel, hein. C'est pas le bout le plus dur. Bienvenue sur la deuxième terrasse. Bravo. C'est sur une large portion sableuse de la deuxième terrasse que notre groupe de 8 installe son campement pour une dizaine de jours d'observation de l'activité volcanique. Ah, on a eu de la chance encore avec le temps, on n'a pas eu trop de pluie. Un tout petit peu qui nous a juste fait peur. Mais... Il y a quand même pas mal de gaz, hein, camping des flots rouges. Ouais, ça maintenant c'est du gaz bleu. Ça a changé de nom, c'est camping du gaz bleu. Ah, c'est moins cool, ça fait moins envie. Vous cherchez du gaz? Ouais. Le petit Ornito, apparu en février 2016, est devenu un imposant cône de 50 mètres de haut. Il est le siège d'un abondant dégazage dont nous comprendrons l'origine plus tard. Pierre-Yves, il se trouve à l'endroit où on descendait dans le cratère pour aller sur la troisième terrasse. En 2010, il y avait encore 140 mètres à descendre. Et maintenant, il reste une dizaine de mètres. C'est vraiment impressionnant les différences.
deuxième terrasse a commencé à être couverte par des coulées de lave produites par le Hornito. En moyenne, le fond du cratère est remonté d'environ 80 mètres en 2 ans et demi. Le remplissage inexorable du cratère semble avoir pris de la vitesse ces derniers temps. La deuxième terrasse ne sera bientôt plus qu'un souvenir, et ces images sont peut-être les dernières à témoigner du lieu qui nous a si souvent accueillis lors des nombreuses missions menées dans le cratère. Les grandes fissures situées sous le campement sont devenues accessibles. Marc s'y engage avec une petite idée en tête. Qu'est-ce que tu cherches, Marc? Je cherche ma casserole. Ta casserole. Tu rigoles? Elle est là! La casserole d'il y a 3 ans! En inox! Elle est en inox. Qualité! Ah, il y a encore le couvercle à retrouver. Ah. Magnifique. Une nouvelle bouche éruptive s'est ouverte au pied du Hornito. Des paquets de lave en jaillissent régulièrement et construisent petit à petit un nouveau relief. Mais l'énorme volume de gaz émis est sans commune mesure avec le peu de lave éjectée. L'édifice est à n'en pas douter à l'aplomb d'une importante remontée de magma. Mais une question nous taraude, où passe la lave ? Je suis à peu près dans la continuité de la falaise. Donc la falaise était là avant. C'est fou, hein. Quand on venait voir le Hornito en contrebas. Ouais.
L'arrivée des volcanologues marque le début d'une intense activité scientifique. Ces spécialistes des gaz volcaniques n'ont que 2 jours pour réaliser l'ensemble de leurs protocoles dédiés à la surveillance du volcan et à la recherche fondamentale. Marco et Guillaume cherchent à échantillonner les fumerolles pour analyser leur composition en gaz rares, qui sont des traceurs précieux permettant d'identifier la source mantélique du magma et de déterminer si du magma frais arrive dans le système. Pour cela, ils recherchent les zones de plus haute température, idéalement au-dessus de 90 degrés, pour éviter la contamination de l'air, puis mesurent la concentration en dioxyde de carbone, car plus il y en a, plus il y aura des gaz rares. Une fois la bonne fumerolle repérée, l'échantillonnage se fait par un système de tubes en verre qui limite la condensation des gaz. Sergio prépare son système de pompe et de filtre avant de descendre dans le fond du cratère accompagné de Jonas. Ciao, ciao, ciao. Le Nyiragongo abrite le plus grand lac de lave de la planète. Sa superficie dépasse celle de 8 terrains de foot. La masse mouvante de matière incandescente offre un spectacle changeant au gré des mouvements du magma. Par moments, quand le dégazage est peu intense, le lac semble se calmer, presque se figer. Une observation attentive nous montre que son niveau monte. Il est alors plus facile à approcher. Puis progressivement, un nombre de plus en plus important de fontaines de lave anime sa surface. Le dégazage reprend, puis s'intensifie. Sur ces rivages, la chaleur est intense, l'atmosphère devient suffocante et il nous faut reculer. Un liseré incandescent sur son pourtour nous indique que le niveau baisse, puis un nouveau cycle recommence. Les dizaines de millions de mètres cubes de lave extrêmement fluide constituent une menace pour les habitants de Goma, car si l'édifice se fissure, ils se déverseront sur la ville très rapidement, comme ce fut le cas en 1977 et 2002, provoquant morts et destructions. Mais le panache de gaz qui s'échappe en permanence du volcan constitue un autre danger, moins spectaculaire mais plus insidieux pour les populations. Il contient du dioxyde de soufre en grande quantité qui se transforme en acide sulfurique et rend les pluies acides, mais aussi du fluor toxique qui pollue les eaux. Lorsque les bulles de gaz éclatent à la surface du lac, la lave fluide s'étire en fins filaments, formant des fibres de lave vitrifiées, très légères, emportées par le panache. Toutes ces particules peuvent engendrer des problèmes sanitaires. Ciao Nicole.
Ça va? Sergio, rejoint par Nicole et Giovanni, cherche à collecter les aérosols et les particules véhiculées par le panache gazeux en les aspirant. En laboratoire, il pourra ainsi caractériser la morphologie et la composition des particules dans le panache qui retombent avec la pluie sur des zones habitées. Je le dis à Marc. Marc, il y a un écoulement incroyable dans le lac apparemment. Ok. Dans la zone active. On va arriver là. La zone active dans quel lac, Pierre-Yves? D'accord. Droit devant, droit devant. Où il y a les fontaines? Regarde, Où il y a le jet? il y a un jet continu. Il y a une cascade. J'ai pas vu. Je vois pas à quel niveau c'est. Non, maintenant on voit. Voilà, attends. Mais c'est. Là, regarde. Avec le zoom, là. Ah ouais. Un flot de lave au débit estimé entre 3 et 4 mètres cubes par seconde tombe en cascade dans le lac. Voilà l'indice qui nous manquait. Nous comprenons mieux le nouveau fonctionnement du système. Le cône se situe à l'aplomb d'une cheminée volcanique par où monte le magma, parallèle à celle qui alimente directement le lac de lave. Le gaz s'en échappe en projetant quelques paquets de lave, mais l'essentiel du magma dégazé s'écoule en direction du lac de lave par un tunnel et forme la cascade. Mais un tel apport devrait faire déborder le lac. Cette prédiction ne va pas tarder à se réaliser sous nos yeux.
casse comme du verre. D'ailleurs, c'est du verre. Jonas s'éloigne du lac de lave et se dirige vers le fond du cratère. Il y a repéré un endroit propice pour tester un nouveau matériel afin d'analyser les interactions entre les gaz volcaniques et ceux de l'air. Across this lava flow, we want to install a light path. Yeah. So on one side there will be a telescope which sends the light from a LED across the lava through the hot air gas mixture, and on the other side it hits a reflector. It goes back. The same telescope records the light and sends it to the spectrometer where it is analyzed. Okay. Yeah. Our PhD. The only thing we have to climb up again. On doit encore péter des têtes de machin, tout ça. Alors, les données ont été fructueuses. Bah oui, il y en a pas mal de points GPS là depuis ce matin.
mais on est bien plus bas que... J'ai pas encore mesuré la hauteur du cône là-bas, mais il y a effectivement de quoi ramener la lave jusque là. Donc la topographie fait que ça peut être des tunnels de lave qui viennent de l'ornitho. Ouais, et après la question c'est où ça ressort dans le lac de lave. Ah. Il nous semble avoir aperçu avec Marc une sortie vers la droite. Oui, c'est vrai, on voit de l'autre côté. C'est comme un tunnel de exact. lave. Ah ouais. J'ai cru que d'abord que c'était une coulée, après que c'était un tunnel, mais je crois que c'est vraiment une coulée quoi. Donc il y a des tunnels partout. Dingue. On marche sur des tunnels. Mais c'est vrai que j'ai vu mais ça. là, vu qu'on a un petit skylight, ça prouve quand même que c'est une coulée qui arrive ici. Ouais, mais après ils partent bien dans des autres tunnels. Et donc qui pourraient venir de là-bas. On voit là-bas une fenêtre, hein. On voit l'arrivée de la lave. Ah ouais. Puis t'as vu là le canyon qui est plein de lave aussi. Hein. Ça continue là. Dans les fractures c'est tout incandescent. Donc elle doit certainement continuer comme ça. Ouais. Et il y a eu une autre sortie un petit cône là-bas. On voit c'est blanc. Là il y a aussi une sortie de lave. Ah ouais. Donc de temps en temps ça sort là, après des fois ça sort là. Et puis là j'ai pas encore été voir. Tu as été voir toi Marc le canyon là. Ainsi, nous découvrons un deuxième chemin plutôt détourné, tantôt aérien, tantôt souterrain, par lequel une partie de la lave dégazée du Hornito finit par rejoindre le lac. Il y a un volcan derrière. Guillaume s'intéresse au flux de dioxyde de carbone à travers le sol via deux techniques. Une qui perfore le sol avec un tube dans lequel on pompe le gaz. Il y a quoi? Du CO2. Plus on se rapproche du compte, plus il y en a. Il y en a beaucoup. C'est quoi le taux? On a 4%. Ah, ça va. Dans le sol. Et l'autre qui utilise une cloche que l'on pose sur le sol. Hein? C'est bon ça? Ça, on prend dans le sol à 50 cm le CO2 et là on prend les gaz juste à la surface. Le flux naturel en fait. Parce que des fois le sol est. Le dessus du sol est imperméable, donc tu as des concentrations dans le sol mais ça relâche pas en surface. Dans toutes les secondes, et du coup la pompe te donne le flux en fait. Parce que ça s'accumule. Tu pompes et tu réinjectes à l'intérieur. T'as combien de pourcents non? C'est pas énorme. Donc là il y a un bon R carré parce qu'on a 154 le flux. 154 grammes par mètre carré par jour. Je te laisse convertir en tonnes. Ah, d'accord. Ça devient des gestes de routine. 70 60. 60. À quel honneur 50 cm. Ah, c'est pas comme au Niamo général alors. On a trouvé des endroits qui étaient comme au Niamo à Gérard. C'est chaud quand même. Regarde, ça augmente. Là on a du CO2 dans notre tente. Ça va, t'as que dalle. Hein? T'as rien, c'est bon. Il n'y a pas là? Non, c'est bon, t'as rien. T'es en dessous de 1000 ppm. Ok. C'est bon. Pas de risque. Bon, on n'a pas de CO2 dans la tente, c'est bien. Pas de soucis. Ah, c'était bien de vérifier. Ah, t'es rassuré? Ouais, c'est bien. Le mal de tête matinal ne vient pas du CO2.
Les volcanologues sont repartis avec leurs prélèvements et leurs données, et du travail pour de nombreux mois. Nous nous abandonnons à la contemplation du spectacle sans cesse renouvelé des incandescences magmatiques. Sinon, t'imagines s'il se retourne et qu'il continue à voler. Pac. Non, les microbules, c'est un peu... Plus les jours passent et plus l'activité devient spectaculaire dans le cône, à tel point que nous finissons par ne plus oser nous en approcher, par crainte que la rupture d'une paroi ne libère un flot de lave. Les drones qui nous permettent de faire des images spectaculaires à moindre risque sont aussi d'incroyables outils pour cartographier le cratère. Et Hervé pourra en réaliser, grâce à un logiciel de modélisation 3D, une reconstitution spatiale. Eh ben, la classe.
La mission se termine. Jamais encore le Nyiragongo ne nous aura montré une telle diversité de phénomènes volcaniques. Bientôt, la deuxième terrasse, qui nous a accueillis durant de si nombreuses missions, disparaîtra à jamais, engloutie par l'inexorable ascension de la dernière terrasse, qui ne cessera qu'à la prochaine vidange du lac de lave. On se réjouit tous de retourner au chaud, d'avoir des bons lits, de manger le tilapia. Le plus dur, c'est pas de pas dormir, c'est pas d'être sale, c'est pas de la pluie, c'est pas le brouillard, c'est le manque de bière. Et ça, c'est extrêmement difficile. Ah ouais. C'était super, magnifique. Voilà.